Alors bonsoir à toutes et bonsoir à tous. On est heureux de vous retrouver ce soir au TAP pour la conférence inaugurale de ces rencontres Michel Foucault, dont nous célébrons cette année la 10e édition et que nous avons toujours autant de plaisir à co-organiser avec l'Université de Poitiers, donc le TAP et l'Université de Poitiers, puis avec le concours de nombreux partenaires culturels et scientifiques poitevins, dont vous retrouvez la liste complète dans le programme des rencontres Michel Foucault. Et puis nous tenons au nom du TAP et de l'Université à les remercier chaleureusement une fois de plus. J'ai le plaisir de vous présenter Mathieu Podbonneville, qui a répondu à notre invitation pour donner cette conférence inaugurale. Bonsoir Mathieu. Bonsoir. Mathieu, vous êtes philosophe, vous êtes directeur du département culture et création du Centre Pompidou à Paris. Auparavant, vous étiez responsable du pôle idées et savoir à l'Institut français. Vous avez notamment conçu et coordonné la Nuit des idées, cet événement qui est dédié à la libre circulation des idées et puis au partage des savoirs. On a d'ailleurs eu l'occasion ici au TAP d'y participer en partenariat avec avec la ville de Poitiers, l'université également. Vous intervenez aussi régulièrement en tant que chroniqueur dans plusieurs émissions de France Culture. Vous avez aussi été président de l'Assemblée collégiale du Collège international de philosophie. Et puis les travaux du philosophe Michel Foucault occupent bien sûr une place importante dans votre parcours. Vous avez d'ailleurs consacré votre thèse de doctorat au statut de l'activité critique dans l'œuvre de Foucault. Et puis vous avez publié plusieurs ouvrages, notamment Michel Foucault, l'inquiétude de l'histoire, c'est aux Presses universitaires de France, mais aussi d'après Foucault, avec Philippe Artière chez Point. Plus récemment, vous avez aussi publié chez Stock un ouvrage que vous avez coécrit avec Marie Cosnet, qui est un ouvrage consacré à la situation des migrants, où vous révélez philosophe et militant, vous-même d'ailleurs impliqué à titre personnel dans l'accueil de migrants à votre domicile. Cet ouvrage, il s'intitule « Voir venir, écrire l'hospitalité ». Et puis, lorsqu'au printemps dernier, nous vous avons appelé pour vous proposer cette conférence inaugurale, vous avez souhaité revenir à la pensée de Foucault en tentant une lecture nourrie par l'actualité et par l'histoire contemporaine. Alors je me souviens dans notre conversation combien vous étiez frappé de voir de quelle manière le discours sur la transgression avait peut-être, au fur et à mesure des années, changé de camp. Comment peut-être aujourd'hui, c'était au fond les plus réactionnaires qui avaient réinvesti ce discours au nom d'une certaine forme de liberté d'expression. Et je repensais à cette conversation récemment en présentant cette courte introduction et je me disais, mais en plus, à l'époque de cette conversation, l'espace médiatique n'était pas encore à ce point saturé par la présence de candidats non déclarés à l'élection présidentielle. Donc je ne sais pas dans quelle mesure, en tout cas, tout ça joue aussi et a joué dans votre préparation. Donc je vais vous laisser la parole pour cette conférence inaugurale que vous avez intitulée « Franchir le pas, actualité de la transgression ». Et juste après votre conférence, on se retrouvera au stand de la librairie La Belle Aventure dans le foyer général pour une dédicace. Je tiens à vous remercier encore une fois, Mathieu Podbonneville, et je vous laisse la parole. Merci infiniment, merci Christophe. Merci beaucoup Christophe, bonsoir à toutes et à tous. Merci tout d'abord aux organisateurs de ces rencontres Michel Foucault au TAP à l'Université de Poitiers pour cette invitation qui m'honore autant qu'elle m'oblige à venir parler devant vous de l'actualité de la transgression. Toutefois, avant d'aborder les enjeux moraux et politiques, mais aussi bien artistiques ou littéraires que la notion de transgression semble emporter avec elle, vous me pardonnerez peut-être de faire un bref détour d'abord par la géographie physique. Parmi les métaphores que Michel Foucault mobilise pour caractériser les faits de ce qu'il nomme son archéologie, on trouve celle-ci au seuil de l'ouvrage intitulé « Les mots et les choses », je cite. En essayant de remettre au jour cette profonde dénivellation de la culture occidentale, c'est à notre sol silencieux et naïvement immobile que nous rendons ses ruptures, son instabilité, ses failles, et c'est lui qui s'inquiète à nouveau sous nos pas. Fin de citation.
Cette image prépare bien sûr une autre image, beaucoup plus connue, qui, elle, intervient aux toutes dernières lignes du livre. Je la rappelle. L'homme est une invention dont l'archéologie de notre pensée montre aisément la date récente et peut-être la fin prochaine. Si ces dispositions venaient à disparaître, si elles basculaient, comme le fit au tournant du XVIIIe siècle le sol de la pensée classique, alors on peut bien parier que l'homme s'effacerait, comme à la limite de la mer, un visage de sable. Les mots et les choses sont donc un livre qui s'ouvre quand le sol s'inquiète et qui se clôt quand la mer monte. Cette image n'est pas isolée chez Foucault. Elle revient périodiquement depuis les textes consacrés dans les années 1960 à la littérature et au nouveau roman. Foucault évoque alors, je cite, « un sol qui est une absence de sol », jusqu'à ce cours au Collège de France de 1976, qui s'ouvre sur ce que Foucault nomme alors, depuis 10 ou 15 ans, l'immense et proliférante critiquabilité des choses, des institutions, des pratiques, des discours, une sorte de friabilité générale des sols, peut-être les plus familiers, les plus solides et les plus prochains. Voilà donc que régulièrement, sous la plume de Foucault, le sol s'éclipse, s'inquiète, s'érode ou se dérobe. Alors, dans le contexte particulier qui entoure son œuvre, cette image, l'intention de cette image évoque évidemment les opérations de fouille que suggère le mot même d'archéologie. Et puis, l'image fait signe vers la phénoménologie. Après tout, Husserl a écrit un ouvrage intitulé « La terre ne se meut pas » et Heidegger était en quête d'un Urgrund, d'un sol originaire. L'image fait aussi signe vers la psychanalyse, puisque Freud comparait, après tout, l'inconscient à une ville sous la ville. Voilà les terrains sur lesquels, chez Foucault, s'élève cette image des sols, si j'ose dire. Reste que le propre des images, c'est de dériver parfois très loin des contextes qui leur ont donné naissance et d'aborder d'autres rivages. Et j'avoue que cette image du sol qui s'inquiète sous nos pas m'est revenue en découvrant voici quelques jours le message adressé par Simon Coffey, ministre des Affaires étrangères des îles Tuvalu, message adressé aux délégués rassemblés à Glasgow pour la COP26. L'intervention de Simon Coffey prenait la forme, vous l'avez peut-être vu, vous l'avez certainement vu, elle a fait le tour du monde, d'une allocution enregistrée depuis son archipel de l'océan Pacifique. L'allocution était d'abord filmée très classiquement en plan serré, mais à mesure que la caméra reculait, elle laissait apparaître le ministre debout dans l'eau jusqu'à mi-cuisse, appuyé à un pupitre lui-même en partie immergé. L'effacement de l'homme comme un visage sur le sable qui disparaît à marée montante. L'inquiétude des sols prenait, avec ce témoignage sur les effets du réchauffement climatique, un sens redoutablement littéral. Ce sens n'était pas étranger d'ailleurs à ce que Foucault nomme l'ébranlement des discours en 1976. Bien sûr, la mise en scène entendait renforcer, appuyer le cri d'alarme poussé par ce ministre. Elle allait dans le sens de son discours, mais dans le même mouvement, elle mettait profondément en cause la forme même de ce discours. Elle soulignait l'inadéquation croissante entre la dramaturgie politique, pupitre devant, drapeau derrière, et les événements climatiques extrêmes qui rendaient cette exhibition des signes de la souveraineté à la fois obscène et ridicule. Obscénité et ridicule que les conclusions de la COP26 se sont chargées depuis de confirmer. On voyait s'établir un rapport direct entre l'inquiétude du sol, disparu sous l'eau du Pacifique, et l'immense critiquabilité des choses, des institutions, des pratiques, des discours, affaiblis et érodés non pas par la volonté maligne d'intellectuels acharnés à en déconstruire la légitimité, n'en déplaise à Jean-Michel Blanquer, mais par un mouvement inexorable, comme la marée montante. Mouvement qu'il faut de plus en plus d'aveuglement et d'œillères, ou disons des plans cadrés de plus en plus serrés, pour ne pas apercevoir. Or, et c'est ici que je souhaitais vous entretenir de géographie physique, une transgression, c'est très exactement cela. En géologie, on appelle transgression marine l'avancée du trait de côte sur le continent, provoquée par une élévation relative du niveau de la mer.
Le géographe Yves Cazot nous rappelle par exemple que la dernière grande transgression marine, dite transgression flandrienne, s'est déclenchée il y a environ 19 000 ans, suite au réchauffement climatique à la fin de la dernière glaciation de Würm. La disparition définitive des inlands 6, ces immenses glaciers phénoscandriens et laurentiens, a provoqué une montée du niveau de la mer d'environ 120 mètres, soit une vitesse de 10 mètres par millénaire. C'est l'occasion d'indiquer que le niveau de la mer a augmenté plus rapidement durant les 100 dernières années que durant les 6000 années précédentes. De cela, bien sûr, il n'est absolument pas question chez Michel Foucault. Je pense qu'on chercherait en vain dans son œuvre la moindre trace de préoccupation pour les atteintes à l'environnement. Ce qui, par contre, s'indique chez lui, au travers des métaphores que j'évoquais, de ce sol qui se dérobe, ce qui peut être utile dans la situation présente, c'est cette idée selon laquelle la transgression n'est pas, ou pas seulement, ou pas d'abord quelque chose que nous commettons de notre seule initiative, un acte dans lequel nous pourrions reconnaître la trace de notre liberté souveraine, quelque chose qui atteste de notre supériorité sur l'ordre établi, la transcendance de notre volonté sur les choses. On trouve chez Foucault cette idée curieuse que la transgression est aussi bien quelque chose qui nous arrive, qui vient déstabiliser l'ensemble de nos repères et vider le sens des mots que nous avons à la bouche. Alors, bien entendu, disant cela, je ne nie pas que l'accélération de la montée des eaux soit l'effet direct de l'intensification des émissions de CO2 par les activités humaines. À ce titre, nous en sommes bel et bien responsables. À ce titre, on pourrait appliquer à la conjoncture présente un schéma très classique, un schéma tout à fait grec, ce schéma selon lequel l'homme transgresse l'ordre naturel en faisant preuve de ce que les Grecs appelaient l'oubris et déclenche en retour une punition cataclysmique. C'est l'histoire d'Icare. Il me semble toutefois, ça c'est vrai, mais il me semble que l'autre jour, dans l'image de cet homme cravaté, plongé jusqu'à mi-cuisse dans les eaux du Pacifique, se laissait discerner un autre aspect de l'expérience présente. Parce que, à s'en tenir au ras de la situation dans laquelle nous sommes, si j'ose dire, immergés, ce sont bien les choses extérieures, ou supposées telles, qui désormais transgressent. C'est la mer qui déborde. C'est le trait de côte qui recule, ce sont les feux qui gagnent, les icebergs qui fondent et le désert qui croît. Et face à cette transgression qui n'est pas l'expression immédiate de la liberté humaine, mais la réplique du monde lui-même, le défi serait d'inventer une toute autre manière de vouloir. Une manière de vouloir qui n'en passe plus par la transgression. Autrement dit, qui, pour s'éprouver volontaire, ne suppose plus le franchissement des limites, mais se recourbe au contraire vers le monde où nous sommes commis à vivre. Ce qui reste à inventer, c'est une manière de vouloir ce monde-ci. Là, l'historienne des sciences Frédéric Aït-Toiti souligne à ce propos que, dans l'imaginaire classique, celui qui s'est cristallisé au XVIe siècle avec la cosmologie, avec la physique moderne, vouloir, c'est devenu franchir. L'expansion coloniale, dit-elle, et la représentation du ciel ont comme déteint l'une sur l'autre. De chaque côté, il n'était plus question que de conquête et de frontières à repousser. Je la cite, « Plus ultra, toujours plus loin ». Telle est la devise que Bacon, fondateur de la science moderne, donne comme programme à la science moderne en reprenant la devise de l'empereur conquérant Charles Quint. Vouloir, pour les classiques et jusqu'à nous, c'est ainsi repousser les frontières, transgresser les limites. La volonté de savoir, c'est comme une flèche qui va vers le nouveau monde, vers le ciel. Or, avec la découverte de ce que le monde habitable est à la fois précaire et étroit, avec la mise en lumière de ce que Bruno Latour appelle la zone critique, c'est-à-dire cette mince couche qui va du sol déposé sur la surface de la planète jusqu'à la stratosphère, c'est pas très large. Toute la question aujourd'hui est de savoir comment réorienter la flèche de la volonté, comment découpler l'exercice de la volonté de cet imaginaire transperçant, comment réorienter notre désir, notre soin,
vers cet espace vivable, aujourd'hui menaçant et menacé. Pour le dire autrement, pour rassembler les choses, si, du côté de ces conditions, l'Anthropocène peut bien être lu comme l'effet d'une transgression humaine commise sur l'ordre du monde, du côté de ces effets, du côté de ces implications, l'urgence environnementale fait naître une conjoncture très neuve, une situation à front renversé, conjoncture où, face aux ravages d'un monde devenu transgressif, désordonné, il s'agirait de désapprendre à franchir, à transpercer, à traverser, pour se mettre à désirer autrement, pour se désaccoutumer à lire dans la transgression le signe le plus sûr de notre capacité à vouloir. Ce n'est pas que la transgression déplace les frontières, comme d'habitude. C'est plus étrangement que quelque chose de la transgression, de ce que nous avions pris l'habitude de nommer ou de penser sous cette catégorie, quelque chose s'est discrètement remis en mouvement et présente un profil que nous ne lui connaissions pas. Pour le coup, comme dirait Michel Foucault, le sol s'inquiète sous nos pas. Alors, si on se tourne maintenant vers des rivages mieux repérés, davantage arpentés, plus familiers, vers des pans du débat public où la notion de transgression circule plus facilement, un peu plus loin de la géographie physique, il n'est pas certain que nous y retrouvions aisément nos repères. Dans ce domaine-là, dans le domaine du débat public, Christophe y faisait allusion il y a un instant, on peut d'abord avoir le sentiment embarrassant que revendiquer la transgression, revendiquer l'opposition résolue aux bonnes mœurs, ne revient plus forcément à se ranger dans le camp de celles et ceux qui sont discriminés, méprisés ou opprimés par d'autres et qui entendent mettre en cause l'ordre social parce que cet ordre social entretient cette injustice. Il arrive de plus en plus souvent qu'au travers de cette même revendication transgressive, certains entendent faire valoir leur droit à discriminer, mépriser ou opprimer d'autres, à leur faire violence. Et certains entendent même faire apparaître les entraves mises à ce droit comme une forme d'injustice. Le dessinateur de presse Pascal Gros le résume bien mieux que mes formules abstraites au travers d'une caricature qui apparaît et réapparaît périodiquement sur les réseaux sociaux. Je l'aime beaucoup. On y voit de part et d'autre d'une petite table sur laquelle est posé un présentoir avec un livre, couverture blanche, bandeau rouge. On y voit un critique et un écrivain, et le critique dit à l'écrivain « Vous êtes raciste, antisémite, misogyne, homophobe et con ». À quoi l'écrivain lui répond « Oui, je préfère me définir comme rebelle politiquement incorrect ». L'incorrect, c'est, d'ailleurs, vous le savez, peut-être, le titre d'un magazine lancé en 2017 et qui entend se faire l'écho de la ligne, je cite, conservatrice et, je cite, identitaire de Marion Maréchal-Le Pen. Et même si nous devrions nous souvenir que la sainte alliance des culs serrés et de la canaille est l'une des conditions de possibilité historique du fascisme, nous sommes si accoutumés à associer les mots conservateur, identitaire et transgressif ou incorrect que nous ne sursautons même plus, que nous négligeons de nous arrêter sur l'étrangeté de cet attelage. Alors, est-ce que ça veut dire que le geste et la rhétorique de la transgression sont simplement passés, avec armes et bagages, du côté d'une pensée conservatrice qui se présente elle-même comme minoritaire et opprimée, ou qui joue stratégiquement de la revendication de liberté contre les exigences d'égalité qui interdisent les discours de haine? En réalité, c'est un peu plus compliqué. C'est encore un peu plus emmêlé. J'espère que je ne vous perds pas. C'est plus compliqué parce que les mêmes voix peuvent d'un côté protester contre les multiplications des entraves mises à l'expression de leur liberté, se poser donc comme des remparts contre la censure, revendiquer le droit à briser les codes, et puis de l'autre côté,
s'inquiéter de la généralisation du geste transgressif, dont elles font le symptôme d'une culture qui ne trouve plus que ses marques que dans la contestation de ses propres repères. Le parcours d'une sociologue comme Nathalie Heinick, par exemple, est exemplaire. D'un côté, dans son ouvrage intitulé « Le paradigme de l'art contemporain », Nathalie Heinick montre comment l'art, elle entend montrer comment l'art s'est entièrement redéfini autour de la transgression. Pour elle, une œuvre ne trouve plus de valeur que dans la manière dont elle met en question les limites internes et externes. Notre époque serait celle de la transgression devenue obligatoire, au risque évidemment de s'épuiser dans la répétition, dans la redite, dans l'affadissement de postures transgressives, devenues stéréotypées. Simultanément, toutefois, simultanément à cette inquiétude vis-à-vis d'une transgression excessive, Nathalie Heinick s'inquiète aussi de l'inverse, c'est-à-dire de la multiplication de contraintes dont se rendraient responsables dans le champ intellectuel et culturel certains groupes minoritaires, sous prétexte d'émancipation. À en croire Nathalie Heinick, s'exercerait à l'université, dans le champ artistique, dans le débat public, une cancel culture, venant borner la liberté d'expression de manière intolérable. Diagnostic qui la conduit assez logiquement à l'éloge de la liberté d'offenser. La difficulté d'une telle position apparaît évidemment lorsque les deux perspectives se croisent. Lorsque, d'un côté, on s'inquiète de la multiplication des transgressions, de l'autre, on s'inquiète de la multiplication des censures, et puis on en vient parfois à remarquer que certaines stratégies des militants et des militantes, face à qui on brandit le droit à la transgression, prennent elles-mêmes la forme de transgression qu'on estime intolérable. C'est, à mon sens, ce qui explique l'irritation particulière que suscite l'écriture inclusive. Pourquoi l'écriture inclusive suscite-t-elle une telle horreur sacrée? À mon sens, c'est qu'il y a là un nœud, un embarras. En effet, c'est une posture très inconfortable que celle des adversaires de l'écriture inclusive. Elle consiste à rappeler au respect de règles intangibles, celles de l'orthographe, des militants et des militantes à qui on reproche d'ériger par ailleurs des règles intangibles. Et ce contre-pied présente aussi le risque de rappeler que la censure qu'on leur reproche, c'est d'abord la transgression de certaines formes de silenciation sociale. Une incorrection dont on entend soi-même faire l'éloge. Je veux dire que lorsqu'on se revendique incorrect, corriger n'est pas chose facile. Reste que, dans ce domaine-là aussi, comme je le disais tout à l'heure pour l'urgence environnementale, une certaine familiarité s'est rompue avec l'idée de transgression. Parce que je viens de souligner, avec un peu de joie, les contradictions qui peuvent travailler le camp conservateur, qui plaide à la fois l'incorrection et s'inquiète de la multiplication de la censure. Mais on pourrait à l'inverse aussi, il faut se demander, je pense, en miroir, dans quelle mesure il est encore possible de faire coexister transgression, création et émancipation. Cette conjonction est sans doute moins évidente qu'avant. D'une part, elle est moins évidente parce que la rhétorique transgressive est souvent mobilisée pour reconduire les ordres anciens, à travers ce qu'on pourrait appeler l'incorrection conservatrice. Mais d'autre part, il est vrai aussi que l'on plaide pour davantage de responsabilité des artistes, des auteurs, des institutions muséales vis-à-vis de ce qu'elles disent, montrent, exposent ou défendent. Vous voyez que si l'urgence environnementale appelait à nous demander si on peut vouloir sans vouloir transgresser, le féminisme contemporain ou les prises de parole des populations minorisées invitent à s'interroger, est-ce que c'est évident que la création doit être transgressive? Et de quelle transgression parlons-nous alors? Et nous sommes si profondément attachés à cette relation, nous sommes si intimement convaincus par notre histoire qu'il n'y a pas de vouloir véritable, qu'il n'y a pas de création véritable, qu'il n'y a pas d'émancipation véritable sans ce vertige d'un affrontement avec les limites de la volonté, de la création, de la liberté. Nous en sommes si convaincus que la simple idée de voir ce lien se défaire ou se compliquer suffit à susciter un autre genre de vertige, comme si, une fois encore, le sol se dérobait sous nos pieds. Alors, il me semble que entretenir cet autre genre de vertige
ne pas le laisser se dissiper trop vite, c'est aujourd'hui la meilleure raison de lire Michel Foucault. Et de le regarder d'un petit peu près, se débattre avec la transgression, avec le mot transgression, comme avec la chose elle-même. Moi, j'ai toujours aimé lire Foucault, non pas pour qu'il me fasse comprendre ce que je ne comprenais pas, mais pour que, dans une situation où je ne comprenais rien, il me montre que peut-être c'était encore plus compliqué que ça, mais qu'en un sens, c'était plus intéressant. L'intérêt des textes de Foucault à l'égard de la transgression ne vient pas du fait, pour moi, qu'en abordant, on va y venir, la folie, la prison, la sexualité, en convoquant Sade, Bataille, Antonin Artaud, il nous permettrait de retremper notre confiance dans le bien fondé d'une pensée qui renverse la table, qui s'affranchit de tous les codes, qui excède les limites, même les limites qu'elle s'est imposées. Foucault écrivait « Ne me demandez pas de rester le même, c'est une morale d'état civil ». Il s'auto-transgressait. Non, il me semble qu'on peut lire Foucault comme il le préconisait lui-même en pratiquant ce qu'il appelait une morale de l'inconfort. C'est-à-dire en suivant comme une nervure sinueuse dans son œuvre la manière dont un bout à l'autre de son œuvre, la transgression est et demeure un problème. Un horizon dont il est aussi impossible de se satisfaire que de se défaire. Foucault écrit quelque part, c'est en 1981 dans un entretien, que la critique, c'est l'art de rendre difficiles les gestes trop faciles. Bien, il me semble que la critique pratiquée par Foucault touche à la transgression, mais aux deux sens de l'expression. D'un côté, elle la jouxte, elle la côtoie, elle lui emprunte son allure corrosive et dangereuse, mais aussi, de l'autre côté, la critique de Foucault peut viser la transgression. Elle peut y atteindre ou y attenter, elle peut en écorner la légende noire, le lyrisme peut-être un peu facile, elle peut décaper en elle ce qu'il y a de facilité et la réinscrire dans une histoire. Qu'est-ce que je veux dire par là ? Essayons de caractériser cette dualité. Au plus général, on va y aller du plus lointain au plus proche. Au plus général, quand on la regarde d'assez loin, l'œuvre de Michel Foucault semble parcourue d'une tension essentielle qu'on pourrait résumer à ceci. En 1966, Michel Foucault écrit à propos de Maurice Blanchot un grand texte qui s'appelle « La pensée du dehors ». Et puis, en 1976, il écrit, je le cite, « C'est une illusion de croire que la folie nous parle à partir d'une extériorité absolue. Rien n'est plus intérieur à notre société, rien n'est plus intérieur aux effets de pouvoir que le malheur d'un fou ou la violence d'un criminel. Autrement dit, on est toujours à l'intérieur. La marge est un mythe, la parole du dehors est un rêve. » Alors, comment passe-t-on de la pensée du dehors à la parole du dehors qui est un rêve? Essayons de prendre la mesure de cette contradiction telle qu'elle se présente chez Foucault. D'un côté, Foucault, c'est ce philosophe pour lequel l'enquête sur les concepts directeurs de l'expérience et de la culture, je veux dire la raison, la vie, le droit, le savoir, c'est d'habitude de cela que les philosophes s'occupent, les mots, disons, à majuscules. Cette enquête, pour lui, n'est possible qu'à la condition d'introduire dans le jeu certains objets brûlants. Des objets que ces mêmes instances, la raison, la vie, le droit, le savoir, entendent repousser sur leur marge, qu'elles entendent considérer à la fois comme indésirables et comme inessentielles. Dans un très beau texte, publié en 1996, le philosophe Patrice Leraut écrivait à ce propos, commentant Foucault, « Je vais travailler pour ce faire sur 4 mots, 4 positivités que l'on peut reconnaître tout de suite comme étant majeures dans l'œuvre de Foucault, la folie, la maladie, le crime, le plaisir. » Quoi de commun entre ces 4 positivités? Leraut écrit « Vous aurez beau vous y prendre comme vous voulez, vous ne pourrez jamais parvenir à les réduire de quelque manière que ce soit. » Or, la réduction, on le sait, est l'une des grandes opérations de la philosophie. La réduction comporte un enjeu de taille, elle protège le penseur.
Elle tend à annuler, à neutraliser ce qui pourrait faire effet en retour sur lui. Fin de citation. La folie, la maladie, le crime, le plaisir. La remarque de Patrice Leraut souligne que la transgression, ça n'est pas pour Foucault un objet parmi d'autres dont il s'occupe de temps en temps, par exemple lorsqu'il lit Georges Bataille. La transgression, c'est d'abord pour lui une opération ou une série d'opérations enchâssées. Premièrement, on déplace le regard de l'instance que la tradition philosophique a élue comme son objet. On le déplace vers son contrepoint mineur. On regarde la folie plutôt que la raison. On regarde la maladie plutôt que la vie. On regarde le crime plutôt que le droit. On regarde le plaisir plutôt que le désir. Deuxièmement, deuxième opération, enchâssée dans la précédente, on ne tente pas de fixer une essence de la folie, de la maladie, etc. On montre plutôt comment la prise en compte de ces objets brûlants perturbe, déstabilise toute tentative pour poser une essence de la raison, du droit, de l'anthropologie, etc., fait basculer ces grandes instances, fait basculer ces mots à majuscules du ciel des idées vers l'élément d'une histoire assez heurtée, assez confuse. Parce que l'histoire de la raison, c'est, dit Foucault en 1961, l'histoire de la raison, c'est l'histoire d'une conjuration perpétuellement relancée et manquée, c'est l'histoire de ce qu'elle ne cesse de définir, d'échouer à définir et de recommencer à définir comme la folie. L'histoire de la raison, c'est cela. C'est sparadrap du capitaine Haddock, hein, la folie pour la raison, si vous voulez. Troisièmement, troisième opération, caractéristique de la pensée de Foucault, ne pas se considérer soi-même hors du jeu, au-dessus du jeu ou protégé du jeu, mais admettre que le sujet qui philosophe est lui-même exposé à la menace de ces objets perturbants. Foucault dit parfois que ces ouvrages sont, je le cite, des fragments d'autobiographie. En ce sens-là, si on récapitule les différentes opérations que je viens de décrire vite, on pourrait dire que ce que Foucault décrit dans la toute première préface de l'Histoire de la folie, une histoire des limites, c'est une clé absolument centrale dans l'œuvre. Je cite, il écrit en 1961. On pourrait faire une histoire des limites, de ces gestes obscurs, nécessairement oubliés dès qu'accomplis, par lesquels une culture rejette quelque chose qui sera pour elle l'extérieur. Et tout au long de son histoire, ce vide creusé, cet espace blanc par lequel elle s'isole, la désigne tout autant que ses valeurs. Or, cette histoire des limites ne peut éviter de nous rappeler que lorsque Foucault écrit sur Georges Bataille, lorsqu'il écrit ce grand texte sur Georges Bataille qui s'appelle « Préface à la transgression », il définit précisément la transgression comme inséparable de la notion de limite. La transgression est un geste qui concerne la limite. C'est là, en cette minceur de ligne, que se manifeste l'éclair de son passage, mais peut-être aussi sa trajectoire en sa totalité, son origine même. Le jeu des limites et de la transgression semble être régi par une obstination simple. La transgression franchit et ne cesse de recommencer à franchir une ligne qui, derrière elle, aussitôt se referme en une vague de peu de mémoire, reculant ainsi à nouveau jusqu'à l'horizon de l'infranchissable. Fin de citation. Il n'y a donc d'histoire des limites possibles que dans une grande proximité avec la transgression, d'abord parce qu'il n'y a de limites que là où il y a une transgression possible et inversement. Et puis, on n'aperçoit les limites que lorsqu'on s'y heurte, lorsqu'on tente de les franchir, lorsqu'on se fait pincer à la frontière. Autrement dit, là où la transgression vient les frapper ou les faire apparaître. Pour l'archéologie, la transgression a valeur de boussole parce qu'elle vient révéler les bords de ce qui nous semblait évident, naturel ou illimité. Pourquoi Foucault ne cesse de répéter dans la dernière partie de l'Histoire de la folie, comme une sorte de mantra, une liste de noms, Artaud, Nietzsche, Nerval, Van Gogh, Artaud, Nietzsche, Nerval, Van Gogh, parce que ce sont là ces guides, ces artistes devenus fous, sont là ces guides qui lui permettent de retourner la raison sur sa doublure
et de passer, si vous voulez, de l'histoire de la philo à l'histoire de la folie. Toutefois, ce qui est réversible est toujours susceptible d'être de nouveau retourné, de nouveau renversé. Si les limites n'apparaissent que là où la transgression les fait miroiter, si la transgression en retour doit, pour s'exercer, trouver une limite à se mettre sous la dent, alors ce jeu n'est pas forcément ce qui va nous permettre de passer à l'extérieur de notre système de pensée. C'est aussi ce qui peut nous replonger à l'intérieur de la configuration de savoir, et d'autant plus certainement que nous pensions lui échapper avec fracas. Lorsque Foucault écrit, je cite de nouveau, « La marge est un mythe, le dehors est un rêve », il ne faut pas y voir une marque de désillusion ou l'effet d'un découragement passager. Il faut y voir un risque enveloppé dans le jeu de la transgression elle-même. Le risque que le risque, ou la prise de risque, ne soit qu'en trompe-l'œil. Parce qu'elle doit son existence, la prise de risque, à la position d'une limite qu'elle confirme en la refusant. De ce point de vue, au lyrisme de l'histoire de la folie, ou de la lecture de Georges Bataille, répond en 1976 l'ironie. L'ironie avec laquelle Foucault, dans La volonté de savoir, décrit la posture de celui qui entend transgresser les interdits en matière de sexualité, contester l'interdit puritain qui pèserait sur le sexe. Il faut lire ce texte extraordinaire, je le cite. Il y a peut-être une autre raison qui rend pour nous si gratifiant de formuler en termes de répression les rapports du sexe et du pouvoir. Ce qu'on pourrait appeler le bénéfice du locuteur. Si le sexe est réprimé, c'est-à-dire voué à la prohibition, à l'inexistence ou au mutisme, le seul fait d'en parler et de parler de sa répression a comme une allure de transgression délibérée. Qui tient ce langage se met jusqu'à un certain point hors pouvoir, il bouscule la loi. Il anticipe tant soit peu la liberté future. De là, cette solennité avec laquelle aujourd'hui on parle du sexe. Depuis des dizaines d'années, continue Foucault, nous n'en parlons guère sans prendre un peu la pause. Conscience de braver l'ordre établi, ton de voix qui montre qu'on se sait subversif, ardeur à conjurer le présent et à appeler un avenir dont on pense bien contribuer à hâter le jour. À travers ces lignes mordantes, le propos de Foucault est triple. Premièrement, l'intensité et la fréquence avec laquelle, on est dans une pleine période de la révolution, de la libération sexuelle, bien Foucault dit, l'intensité et la fréquence avec laquelle nous nous dressons pour parler du sexe portent à douter de la réalité de la répression contre laquelle on s'insurge. Deuxièmement, l'invocation de cette répression, et même ce qui rend possible et désirable, par la posture héroïque qu'elle nous permet de prendre, la multiplication des discours sur le sexe. L'interdit, ou la supposition de l'interdit, est ce qui permet d'en parler davantage, ça rend la chose plus excitante. Troisièmement, pris dans cette spirale, nous nous convainquons que le pouvoir s'exerce sur la sexualité dans la forme de l'interdit, de la loi et de la répression, alors qu'il est peut-être en train de passer, au contraire, dans les multiples incitations à expliciter notre sexualité, à la raconter longuement, à la mettre en discours, jusqu'à y compris, bien sûr, dans les discours qui se veulent transgressifs. Une parenthèse ici. J'avoue qu'en relisant les lignes que je vous ai lues de La volonté de savoir, je me suis marré. Vous direz que j'ai un humour un peu étrange. J'ai éclaté de rire parce qu'au fond, je me suis dit que Foucault avait donné par anticipation la meilleure analyse possible de la complainte contemporaine selon laquelle on ne peut plus rien dire. Faites l'exercice. Remplacer dans l'extrait que je viens de citer sexe par, je ne sais pas, problème avec les musulmans. Regardez, depuis des dizaines d'années, nous n'en parlons guère sans prendre un peu la pause, conscience de braver l'ordre établi, ton de voix qui montre qu'on se sait subversif, ardeur à conjurer le présent et à appeler un avenir dont on pense bien contribuer à hâter le jour. Non seulement on ne peut plus rien dire, mais on le dit souvent.
Et non seulement cela, mais c'est en affirmant que l'on ne peut pas en parler qu'on peut le dire le plus souvent possible. Et de la sorte, ce qu'on est censé ne pas pouvoir dire finit par exercer un pouvoir bien plus considérable que la chape de plomb supposée dont ce discours se dit victime. Je m'arrête là, je sais que la semaine s'arrête avec une intervention intitulée « La censure a changé de camp ». Peut-être pourrez-vous prêter l'oreille. Voilà en tout cas le problème. Voilà la ligne de faille qui traverse de part en part l'œuvre de Michel Foucault, avec une égale rigueur philosophique, avec le même sérieux et la même nécessité. L'éloge lyrique de la transgression, comme fil conducteur d'une histoire des limites, qui permet d'apercevoir le dehors de notre propre histoire, cet éloge lyrique coexiste avec la contestation ironique de la transgression, comme mécanisme intérieur du pouvoir, ne dressant l'illusion d'une limite que pour mieux nous ramener au centre, au cœur de notre propre formation de discours. Alors ça, c'est la manière dont les choses se présentent de loin. Approchons-nous. Cette tension, il est intéressant d'essayer de la réduire en y voyant l'effet d'un changement de perspective, en se disant, au fond, la pensée de Foucault à cet égard-là a bougé, elle s'est déplacée historiquement, elle s'est modifiée à mesure que ses préoccupations changeaient. C'est tentant, et ça fonctionne un peu. Il y a bien, et c'est intéressant de le remarquer parce que nous sommes, nous, encore dans une autre histoire. C'est-à-dire qu'au fond, si Foucault n'a pas pensé la même chose de la transgression au fil de son œuvre, eh bien, ça devrait nous encourager à nous dire que nous devons, à notre tour, inventer pour notre temps une pensée de la transgression. Bref. Il y a bien un déplacement d'accent assez net chez Foucault entre le Michel Foucault des années 1960 et le Michel Foucault des années 1970. À mesure que ce qu'il appelle la généalogie du pouvoir se substitue à ce qu'il appelle l'archéologie du savoir, à mesure aussi que l'attention aux événements politiques contemporains vient ponctuer les enquêtes sur le passé, fonction que d'une certaine manière Foucault confiait jusque-là à la littérature. J'y reviendrai peut-être. Eh bien, à mesure que cette évolution se passe, se déroule, la place, le crédit accordé à la transgression vont eux aussi changer. On trouve une trace très claire de ce changement d'accent dans un entretien que Foucault donne au Japon en 1970. On l'interroge sur le rapport entre transgression et littérature. Et Foucault va soutenir successivement deux thèses, de prime abord, vous allez voir, assez contradictoires. C'est dans le même texte. Je cite, premier passage. « À mon avis, l'acte d'écrire, un acte mis en dehors du système socio-économique, fonctionnait jusqu'ici par son existence même comme une forme de contestation à l'égard de la société. Cela n'a pas de rapport avec la position politique de celui qui écrit. Sade avait beau être anarchiste, il était avant tout aristocrate. Flaubert avait en son fort intérieur des opinions bourgeoises. Pourtant, sur le plan de la critique de la société européenne, l'écriture de Sade et de Flaubert a joué un rôle que les textes bien plus gauchisants d'un Jules Vallès n'auraient jamais pu jouer. Par conséquent, on peut dire que c'est l'écriture, par le fait même de son existence, qui a pu maintenir pendant 150 ans au moins sa fonction subversive. » Premier passage. Deuxième passage, 2 pages plus loin dans l'édition des Disait écrits. La littérature devient un lieu où la transgression peut être accomplie à l'infini, mais en même temps, dans notre société, la littérature est devenue une institution dans laquelle la transgression, qui serait partout impossible, devient possible. C'est pourquoi la société bourgeoise se montre tout à fait tolérante à l'égard de ce qui se passe dans la littérature. En quelque sorte, la littérature est admise dans la société bourgeoise précisément parce qu'elle a été digérée et assimilée. Et à 2 pages de distance, Foucault soutient que la transgression littéraire est subversive et digérée. Pourquoi ? Pourquoi ? Alors, Foucault explique que les choses ont changé parce que mai 68 est passé par là.
peut-être un peu rapide, c'est peut-être plutôt une évolution dans sa propre pensée. Sous l'effet de 68, c'est possible. Quoi qu'il en soit, si on essaie de faire fonctionner ensemble ces deux textes, pas en rester au simple constat d'une contradiction, au fond, ce qu'on voit, c'est que la perspective bascule. Ce que dit Foucault, c'est que la modernité a ménagé en son propre sein un espace où, effectivement, l'expérimentation avec le langage peut faire signe vers une extériorité radicale. Si on la considère pour elle-même, de l'intérieur d'elle-même, alors la littérature d'un Sade ou d'un Flaubert est bel et bien cette traversée, cette transgression radicale qu'elle prétend être. Mais cette percée s'accomplit dans un champ de la littérature devenu, lui, de plus en plus clos et neutralisé. La littérature est ce champ clos où s'accomplit une pensée du dehors. Voilà à peu près ce qu'explique Foucault. Or, à partir de cette période, pour Foucault, ce qui est intéressant, c'est ce qui se passe à l'extérieur de l'enclos. Je veux dire, au dehors de la littérature. Et sans doute sous l'effet des événements de mai 68 ou d'événements plus tardifs, c'est à l'extérieur, pour lui, que les choses sérieuses se passent, que des contestations réelles s'organisent. Et si l'on veut s'orienter et agir dans cet espace nouveau, eh bien, ça n'est plus la catégorie de transgression telle que la littérature a permis de la définir qui pourra servir de règle. On passe à l'extérieur de cette pensée du dehors, alors c'est d'une autre pensée de la lutte, de la résistance qu'il faudra se doter. Et c'est ce qu'on va constater. Ce qu'on va constater dans les années 1970, entre, disons, surveiller et punir, le grand livre sur la prison, la volonté de savoir et les cours au Collège de France, c'est que plus Foucault explorera pour elle-même les formes d'exercice du pouvoir, et plus il montrera que la normalisation moderne s'organise selon d'autres coordonnées que celles que la transgression suppose. Que le pouvoir moderne est très loin dans ses mécanismes des trônes et des autels que Sade ou Bataille voulaient profaner. Ça n'est pas là que le pouvoir se joue, ça n'est pas de cette façon-là qu'il s'exerce. Le pouvoir moderne, dira-t-il, n'a pas la verticalité d'une loi qui séparerait le permis du défendu ou le sacré du profane. Il prend une forme horizontale. Il prend la forme de multiples normes qui distribuent la gradation et la taxinomie des déviances. Plutôt que de se figurer, si on veut imaginer le pouvoir, une répression édictée par une autorité souveraine, il faut comprendre la façon dont la gouvernementalité biopolitique va orienter, va inciter à adopter certaines conduites. Et plus Foucault explorera ce qu'il va appeler une microphysique du pouvoir, plus il s'intéressera aux mécanismes normatifs et incitatifs qui travaillent de l'intérieur le corps social, et plus la transgression va apparaître comme un geste anachronique. Elle renvoie à un régime de pouvoir que Foucault indexe à l'âge classique. Le roi, c'est du passé. Déconnectée, si elle est dans le seul champ littéraire, voire contre-productive, c'est-à-dire relançant des mécanismes qu'elle prétend attaquer. Le marquis de Sade, auquel Foucault consacrait des pages brûlantes dans les années 60, eh bien, en 1975, il écrit un petit article qui s'appelle « Sade, sergent du sexe ». Sade, au fond, ça n'est jamais que une littérature qui nous encourage à parler encore davantage de sexualité pour le plus grand bénéfice des médecins, des juristes et de toute une catégorie de normalisateurs. Vous voyez que, c'est une parenthèse et je n'aurai pas le temps de m'y attarder, mais prétendre transgresser la biopolitique, c'est, pour Foucault, se tromper de registre et se tromper d'époque. Il me semble que ça explique l'étrangeté d'un certain nombre de postures politiques apparues depuis le début de la crise du Covid, mais je n'ai pas le temps de m'arrêter sur ce point. Voilà donc le tableau, si on le scrute d'un peu plus près. Ce tableau est instructif. Il nous dit qu'au fond, Foucault est passé d'un éloge de la transgression dans une pensée du savoir à laquelle la littérature servait d'aiguillon, à
une défiance envers la transgression, à une volonté de renouveler les catégories de la résistance, dans une pensée du pouvoir à laquelle les mouvements politiques de son temps servaient d'aiguillon. À peu près comme ça que les choses se passent. Au passage, un certain nombre de choses sont intéressantes dans cette évolution. Par exemple, l'idée que, au fond, l'absolu littéraire s'accommode assez bien du maintien des formes de domination en place. Plaider la séparation radicale de l'homme et de l'artiste ne fait pas grand mal à la domination. C'est une conception que Foucault appellerait bourgeoise de la littérature. Il suggère que l'éloge de la transgression et la critique politique des assignations normatives appartiennent peut-être à deux registres de pensée profondément disparates. De sorte que plaider la transgression n'est peut-être pas la meilleure manière de s'émanciper de la norme. En même temps, et c'est toujours le risque, vous le savez, quand on rapproche le regard, on s'aperçoit que certains détails s'insèrent mal dans ce tableau. Certains détails ne tiennent pas bien dans ce récit d'une trajectoire rectiligne où Foucault aurait simplement, en passant du savoir au pouvoir et de la littérature à la politique, cessé de recourir au paradigme de la transgression. Parce que si dans les années 70, le dehors est un rêve, il faut bien reconnaître que, un peu comme, vous savez, au sortir d'un rêve agité, pour citer Kafka, certains lambeaux de ce rêve persistent très tard, et même jusqu'au bout de sa pensée, et ne sont pas dissipés, ces rêves du dehors, par le grand jour de la lucidité politique du Foucault généalogiste. Définissant à la veille de sa mort la tâche critique, après avoir rappelé que pour Kant, l'Aufklärung, les Lumières, c'est une Ausgang, une issue, Foucault propose d'en rectifier le projet de la manière suivante. Je le cite, c'est un texte de 1984. Si la question kantienne était de savoir quelle limite la connaissance doit renoncer à franchir, il me semble que la question critique aujourd'hui doit être retournée en question positive. Dans ce qui nous est donné comme universel, nécessaire, obligatoire, quelle est la part de ce qui est singulier, contingent, dû à des contraintes arbitraires? Il s'agit en somme de transformer la critique exercée dans la forme de la limitation nécessaire, c'est le passage qui m'intéresse, en critique pratique dans la forme du franchissement possible. Il est saisissant de voir revenir dans ce texte tardif le motif des limites, autour duquel s'organisait beaucoup plus tôt, dans l'histoire de la folie, 1961, la réflexion sur le statut de la transgression. Il est frappant de voir le franchissement possible s'énoncer, là où on pensait avoir compris qu'il fallait, pour entrer dans la bataille politique, cesser de rêver au dehors. Se savoir pris dans un réseau de pouvoir complexe, stratégique, stratégisant, s'affranchir du désir de franchir. Ne pas franchir, franchir le pas. Une part de la pensée de Foucault, une part de la fécondité de cette pensée, tient, pour moi, à cette tension irrésolue. À cette tension où l'analyse politique dissipe continuellement les prestiges de la grande traversée. Faire de la politique, c'est reconnaître l'immanence d'un champ de force, d'un champ de rapport de pouvoir, et savoir qu'il n'y a pas de bon ou de mauvais côté, et qu'en un sens, il n'y a pas d'autre côté. Mais cette tension où l'exigence de rompre les amarres survit à cette dissipation, voire s'y aiguise, aiguillonne, polarise cette analyse elle-même. Maurice Blanchot avait un jour donné pour titre à l'un de ses livres une formule extraordinaire qui, je pense, dit mieux que je ne pourrais le faire ce que j'essaie de caractériser là. C'est un livre qui s'appelle « Le pas au-delà ». Le pas au-delà. Le pas au-delà. Et cette réversibilité, ce pas au-delà, qui est en même temps un pas au-delà, eh bien, on la trouve comme une sorte de moteur, d'une certaine façon,
dans la pensée de Foucault et dans le déplacement successif historique de cette pensée. La question alors, la question qui se pose, c'est de savoir quelle forme peut prendre la persistance de ce motif, franchir le pas, dans l'économie d'une pensée qui lui refuse, pour aller vite, l'horizon et la promesse d'une transcendance quelconque. Qu'est-ce que cela veut dire que franchir le pas dans une pensée pour laquelle il n'y a pas de dehors? Vous admettrez que ça n'est pas simple. Alors, je voudrais conclure ce propos par simplement en essayant de repérer quelques indications, quelques passages de l'œuvre où ce motif-là me paraît saillir. Il y a d'abord cette catégorie curieuse que Foucault introduit au moment même où il entre en politique, si j'ose dire, où il plonge en politique avec le groupe Information Prison, ce groupe militant dont l'activité donnera ensuite lieu à surveiller et punir. Cette catégorie que Foucault introduit à l'époque, à ce moment-là, c'est l'intolérance et l'intolérable. Lors de la création du groupe Information Prison, les militants distribuaient des questionnaires, vous le savez peut-être, devant les centres pénitentiaires, des questionnaires sur les conditions de rétention des prisonniers. Ils les distribuaient aux familles qui attendaient un parloir. Et ces questionnaires s'appelaient des enquêtes intolérance. Et à un journaliste du journal de Genève qui l'interroge, je cite, sur ses opinions personnelles sur le problème que crée l'existence des prisons, Foucault répond « Je n'en ai pas. Je suis là pour recueillir des documents, les diffuser et éventuellement les provoquer. Simplement, je perçois l'intolérable. » Non pas l'injustice, donc, ni la souffrance, ni l'atteinte aux droits de l'homme, l'intolérable. Catégorie qu'on pourrait juger vague et lapidaire, indéterminée dans ses critères, catégorie sensible plutôt que rationnelle. Mais précisément, qu'est-ce que c'est que l'intolérable ? L'intolérable, c'est ce qui excède ce qu'il était possible jusque-là de tolérer, ce qui vient interrompre pour le sujet la possibilité de s'accommoder de ce qui l'environne. L'intolérable, c'est ce qui, nous submergeant, nous force à réagir. Réaction qui, par contre-coup, viendra excéder les limites de ce que l'ordre social et la politique peuvent d'habitude admettre. Il me semble très significatif qu'au moment où Foucault change de position, fait passer la politique avant la littérature, à ce moment précis, la manière dont son attention politique se formule, dont elle se dit, au travers de l'intolérable, eh bien, retient quelque chose des valeurs d'excès, de fracture, d'irruption, de dérèglement que l'idée de transgression emportait avec elle. On pourrait dire que l'intolérable, c'est ce qui nous transgresse. Il est clair, en effet, que, c'est ce que c'est une formule que j'ai risquée en commençant ce propos, un peu obscur sans doute, cette transgression, alors, n'est pas quelque chose que nous faisons, c'est quelque chose qui nous arrive, c'est quelque chose qui nous transit et nous saisit. Il ne faut pas y voir un acte qui témoignerait de notre liberté, mais d'abord, un événement qui nous défait, qui nous entame, et qui, dans cette mesure même, nous oblige. Cette forme d'antécédence de la transgression sur elle-même, cette expérience où ce qui nous arrive nous force à nous demander ce à quoi nous pourrions arriver, Foucault y revient très régulièrement. Cette question de savoir ce qui nous submerge et qui nous amène à franchir le pas, c'est par exemple ce qu'on trouve au début d'un texte, un beau texte qu'il prononce en 1981, à propos d'une initiative pour venir en aide aux boat people. On ne disait pas alors les exilés ou les migrants, on disait les boat people. Je le cite. « Nous ne sommes ici que des hommes privés qui n'ont d'autre titre à parler et à parler ensemble qu'une certaine difficulté commune à supporter ce qui se passe. » Une certaine difficulté commune à supporter ce qui se passe. Vous voyez qu'à travers ce nouage, entre la difficulté commune à supporter ce qui se passe et le droit de parler ensemble, se profile une question qui sera centrale chez Foucault dans les dernières années de sa recherche. La question de savoir ce que c'est que être et se faire sujet, que d'être un sujet. Plus précisément,
Il faudrait suivre ici la manière dont, dans la réflexion que Foucault consacre à ce qu'il va appeler l'éthique, sa question c'est de savoir comment les êtres humains trouvent la force de se constituer comme sujet à l'endroit précis où leur intégrité vacille. Comment, lorsqu'il s'agit de donner forme à nos existences, nous ne sommes jamais finalement aussi bons, aussi riches, aussi inventifs que lorsque cette existence elle-même est exposée à des normes qui nous déchirent, qui nous compliquent la vie, qui nous tiraillent ou nous écartèlent dans des sens contradictoires. C'est là que l'éthique se situe, pour Foucault, au point problématique où ce qui nous défait nous oblige à nous faire ce que nous sommes. Il faudrait énumérer, il faudrait faire la galerie de portraits de ces figures que Foucault relève tour à tour, de ces figures dont la rébellion, dans ces textes, n'est pas liée à la certitude de leur bon droit, mais à la situation problématique dans laquelle ces personnages se trouvent, dans lesquels, au fond, la puissance transgressive des personnages est liée au fait qu'ils sont eux-mêmes dans une situation d'intolérable, qu'ils perçoivent, pour reprendre la formule de Foucault, qu'ils perçoivent l'intolérable. J'en citerai deux rapidement. Le premier, pour commencer, pour prendre les choses par la fin, par le tout dernier cours de Foucault, c'est Diogène. C'est Diogène de Sinope, le fondateur de la tradition cynique. C'est à Diogène que Foucault va consacrer ses tout derniers cours, en 1983. Diogène, voilà un grand transgressif, voilà le saint patron ou le père spirituel de toutes les déviances. Platon aurait dit de Diogène, c'est Socrate devenu fou. Foucault souligne même que l'héritage philosophique de Diogène, ce ne sont pas des thèses, ce ne sont pas des doctrines, non, ce sont des gestes. Ce qu'on sait de lui, ce qu'on retient de lui, c'est qu'il vit dans un tonneau, c'est qu'il se masturbe en public, c'est qu'il crache au visage d'un autre qui vient de lui faire visiter sa maison en lui disant « Ton visage, c'est le seul endroit de sale que j'ai trouvé dans ta maison. » C'est sympa. Diogène, c'est l'homme où la transgression est d'autant plus radicale qu'elle est sans phrase. C'est l'homme qui brise, c'est le philosophe qui brise plutôt que de parler. Or, que dit Foucault de Diogène? Qu'est-ce qui arrive à Diogène? Il lui arrive ceci, qu'il lui est intolérable de voir les philosophes adopter certains principes et ne pas les appliquer dans leur propre vie. Diogène aurait dit de Socrate que même Socrate, lorsqu'il rentre chez lui, porte d'élégantes pantoufles. Or, face à cette discordance, l'attitude de Diogène va consister à créer le scandale en se mettant en accord, en mettant en accord sa vie avec ses principes. Il faut vivre selon la nature. Bon. Il ne faut rien cacher. Bon, il se masturbera en public. Il faut être indépendant. Parfait, il ne possédera rien, même pas la petite écuelle qu'il avait. Et puis un jour, il a vu un petit garçon boire dans ses mains à la fontaine. Et elle a dit « formidable !» Et il a acheté son écuelle. Autrement dit, Diogène, c'est la transgression comme réaction à l'incohérence. C'est la transgression comme cohérence, et c'est la cohérence comme provocation. Jusqu'à d'ailleurs se mettre en danger. « Au toit de mon soleil », dit Diogène à Alexandre. Diogène, dit Foucault, c'est peut-être le premier révolutionnaire, on pourrait peut-être dire que c'est le premier activiste, et c'est peut-être une intéressante figure pour le présent. Il y a Diogène donc. Puis il y a une autre figure que j'aime beaucoup, je terminerai par elle, une autre figure que j'aime beaucoup, que Foucault évoque l'année précédente, dans la tragédie d'Euripide intitulée Ion. C'est la figure de Créuse. Créuse est une femme violée et abandonnée par Apollon. Et une femme qui se dresse devant lui, devant Apollon, non pas parce qu'elle en a la force, mais du fond de sa suprême faiblesse. Je cite Foucault. Le pauvre, le malheureux, le faible, celui qui n'a que ses larmes, et vous vous souvenez avec quelle insistance Créuse, au moment où elle va commencer son aveu, dit qu'elle n'a vraiment pour elle que ses larmes, eh bien le pauvre, le malheureux, le faible,
lorsqu'il est la victime de l'injustice, l'impuissant, que peut-il faire? Il n'a qu'une chose à faire, se tourner contre le puissant. Et publiquement, devant tous, à la face du jour, à la face de cette lumière qui les éclaire, il s'adresse au puissant et lui dit quelle a été son injustice. La seule ressource de combat pour celui qui est à la fois victime d'une injustice et totalement faible, c'est un discours agonistique, mais charpenté autour de cette structure inégalitaire. Diogène ou la cohérence scandaleuse. Créuse ou l'insurrection de la faiblesse, une insurrection qui, dans le mythe d'Ion, va permettre aux citoyens athéniens, dont Ion est le fondateur, d'acquérir le droit à parler. D'ailleurs, lorsque Foucault écrit « Il a fallu que ce soit le cri des hommes qui arrache au Dieu silencieux le discours qui va fonder justement le droit de parler, le pouvoir de parler », il aurait été mieux avisé de préciser que ces hommes-là, c'était une femme. Quoi qu'il en soit, Diogène, Créuse, d'autres encore peut-être, voilà des figures possibles. Voilà des figures qu'il nous revient peut-être aujourd'hui de désenfouir ou d'inventer pour donner d'autres formes à notre désir de franchir le pas. L'enjeu, si vous voulez, c'est de dire que se déprendre du désir de conquête, se méfier du désir dont la rage brise toutes les digues et se moque des consentements. Ça n'équivaut pas à rentrer sagement dans le rang. Cela ne veut pas dire qu'on va faire régner l'ordre ou la censure. Cela ne veut pas dire qu'on va se priver de l'ivresse de renverser la table. Parce que cette ivresse-là, c'est une forme déjà usée, c'est une forme circonstancielle et temporaire, qui n'est pas ni le premier, ni le dernier mot de la transgression, ni le dernier épisode de son histoire. En attendant, le trait de côte recule. Sur un archipel éloigné d'ici, l'océan déjà amenuise doucement les rivages. Sur le sable, un visage s'efface. Et puisque nous avons évoqué à plusieurs reprises la littérature, je pourrais terminer en rappelant les mots d'un prix Nobel de littérature. Tenez, ces mots qui inscrivaient l'urgence de modifier de fond en comble nos représentations, de trouver d'autres manières de vouloir et de désirer, qui inscrivait tout cela sous le double signe de la montée des eaux et du mouvement de l'histoire. Rassemblez-vous, braves gens, d'où que vous soyez, et admettez qu'autour de vous, l'eau commence à monter. Acceptez que bientôt, vous serez trempés jusqu'aux os, et que si vous valez la peine d'être sauvés, vous feriez bien de commencer à nager, ou vous coulerez comme une pierre, car les temps sont en train de changer. Come gather round, people, wherever you roam, and admit that the waters around you have grown, and accept it that soon you'll be drenched to the bone. If your time to you is worth saving, then you better start swimming or you'll sink like a stone, or the times they are a-changing. Merci de votre attention.